Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Télé Radio 7. Le temps de votre émission Entretien, nous l'avons consacré essentiellement à une question qui fait débat. La question qui fait débat, c'est l'installation de nouvelles provinces. On a eu à apprendre à travers les médias de points de vue divergents. Il y en a qui soutiennent en tout cas que les nouvelles provinces peuvent être installées à l'état actuel. Il y en a qui ont publié comme Christophe Lutundula qui a publié une tribune dans laquelle il disait déjà que c'était impossible. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito également. Beaucoup de gens essayent de parler de cette question de la mise en place des nouvelles provinces qui va de pair avec la décentralisation qui se trouve être un processus que notre pays connaît depuis quelques années maintenant. Nous allons évoquer cette question avec quelqu'un qui maîtrise la question, qui est ici sur ce plateau, Monsieur Steve Kiwata, bonsoir. Bonsoir, monsieur Charles. Et je vous reçois ici pour parler de cette question de la décentralisation, mais beaucoup plus sur la mise en place de nouvelles provinces. L'ordonnance a été promulguée par les chefs de l'État. Dans les jours qui viennent, nous passerons de 11 provinces actuelles à 26. Quels sont les principaux défis, à votre avis? Les principaux défis avec l'installation de 26 provinces est qu'on doit d'abord se poser la question, en installant les 26 provinces, comment ont fonctionné les 11 anciennes provinces. Parce qu'en réalité, on doit faire la différence entre la décentralisation et ce qu'on appelle communément le découpage, mais que le juriste aime bien dire, considérer comme rien qu'une simple installation de nouvelles provinces, donc des anciens districts qu'on transforme actuellement en provinces, pas des découpages parce qu'on ne coupe pas, les districts ont toujours existé, on ne fait que la transformation juridique de ces districts en provinces, donc on doit faire la différence entre les deux. D'où, ce qui est le plus important, c'est de se poser la question comment a fonctionné notre décentralisation, c'est-à-dire la décentralisation politique au niveau de provinces, et voir un peu comment peut évoluer la décentralisation administrative au niveau des ZTD. Parce que si déjà avec le 11 provinces, nous avons eu beaucoup de difficultés, a fortiori, avec le 26 provinces, nous serons forcément bloqués lorsqu'on ne tient pas compte d'un certain nombre de préalables. Alors, lorsqu'on regarde, on va partir depuis quelques années, on est en train de fournir quand même des efforts, c'est vrai, mais lorsqu'on part des chiffres, j'ai des tableaux ici devant moi, lorsque nous prenons les tableaux qui sont là, on remarque que d'abord, la retenue à la source décidée par la Constitution n'a pas été appliquée. À la place, on a connu la rétrocession faite par le gouvernement central au profit des provinces. Qu'est-ce qui explique cela à votre avis? Il y a eu plusieurs problèmes pour l'installation de nouvelles provinces. D'ailleurs, il y a eu une réflexion dont vous aviez parlé qui est vraiment assez pertinente. Au fait, la tribune de l'honorable Muzito qui considère que la RDC a été un État sans province, mais plutôt ce qui est plus important, c'est son ouvrage. Je dirais un petit ouvrage qu'il avait écrit sur l'installation de 26 provinces, défis et contraintes, depuis 2010, où déjà s'est posé les problèmes d'installation de nouvelles provinces. Et à l'époque, il avait fait plusieurs propositions. Je pense qu'il y en a celles qui avaient été adoptées, entre autres. D'abord, l'idée d'adopter une loi de programmation, parce que c'était impossible d'installer les provinces en 3 ans, parce qu'en 2010, on totalisait déjà 3 ans. Il avait aussi considéré qu'à l'époque, il y avait une difficulté d'application du principe de la retenue de 40% à la source. D'où à l'époque, il proposait déjà le principe de solidarité dans la répartition de recettes à caractère national. Et c'est ce qui a été appliqué. Donc on tenait actuellement depuis 2010, on tenait compte du poids démographique de chaque province, on tenait compte de sa capacité contributive aux recettes à caractère national, on tenait compte du nombre des ETD dans cette province rigorgée, et enfin on tenait compte d'un budget minimum pour le fonctionnement de province. Donc voilà déjà quelques propositions qui avaient été retenues par rapport à ce qu'il avait dit, mais il y a deux propositions qui n'avaient malheureusement pas été retenues. Par exemple, il proposait à l'époque que le 10% de recettes à caractère national, en principe, qui devait faire partie de la Caisse nationale des péréquations, que ce soit ces 10%
qui soit utilisé pour la construction des infrastructures dans différentes provinces qui devaient être construites. Oui. Comme ça, les institutions qui allaient être mises en place dans le cadre de 26 provinces n'allaient pas manquer de bâtiments, n'allaient pas manquer de routes, n'allaient pas manquer d'hôpitaux, n'allaient pas manquer d'écoles. Là, ça n'a pas été respecté. Et aujourd'hui, on a des sérieuses difficultés. Et en matière de transfert de pouvoir, vous remarquerez que nos 11 provinces actuelles, en principe, ont comme compétence exclusive nos provinces, c'est la santé, c'est l'éducation, donc le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Agriculture et même l'autorité coutumière, c'est-à-dire la responsabilité des autorités coutumières. Mais vous remarquerez que jusqu'alors, en matière de fonction publique, le province ne fonctionne qu'avec des divisions urbaines de ministères centraux. Donc le province fonctionne avec des enseignants qu'ils ne peuvent ni nommer, ni promouvoir. Ils ne peuvent même pas déterminer leur salaire. Donc, ils fonctionnent avec des agents du pouvoir central. Donc, déjà dans ces domaines, il n'y a pas de transfert de pouvoir. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les provinces, comme il n'y a pas retenu à la source, les provinces n'ayant pas suffisamment de moyens pour prendre en charge ces fonctionnaires, les laissent encore à la charge du gouvernement central? Non, il y a plus ou moins les deux. Mais il faut savoir qu'avec le principe que l'honorable Mouzito avait proposé de l'époque dont on devait tenir compte, le principe de la solidarité, il y a le 40% qui sont reconnus aux provinces. Mais malheureusement, dans le 40%, on a 3 catégories. Il y a la première catégorie qui devait concerner le paiement du personnel de province dans le 4 domaines à compétences exclusives. Oui. Malheureusement, ce sont le personnel du pouvoir central. Donc, c'est le pouvoir central qui gère cet argent, mais pour le compte de province. Il y a la deuxième catégorie sur le crédit d'investissement. Oui. C'est-à-dire, le province devait gérer une partie de leur somme pour l'investissement dans le domaine de la santé, la construction des écoles, plutôt des hôpitaux, domaine de l'éducation, la construction des écoles, domaine de la santé, la construction de centres agro-pastoraux, de parcs agro-industriels, voire même de routes de dessertes agricoles, oui. Même pour le chef coutumier et la prise en compte du chef coutumier. Malheureusement, là encore une fois de plus, c'est les pouvoirs centraux qui gèrent. Ce n'est qu'un montant, plutôt un petit pourcentage, qui est donné aux provinces en termes de fonctionnement des institutions. Même là, encore une fois de plus, 6% de 2010 à 2012, voilà. Et de 2012 presque à aujourd'hui, c'est 4%. Vous êtes plutôt gentil. Moi, je dirais qu'en 2010, le principe c'était 10% qu'on donnait pour le fonctionnement des institutions. Mais le Premier ministre Mouzito alors donnait les 10%, c'est-à-dire ça représentait 214 milliards de dollars. Mais ce n'est que le même montant qui a été maintenu. Vous voulez dire, pas milliards de dollars. Milliards de francs congolais, bien sûr. C'était 214 milliards de francs congolais. Ouais. Mais depuis lors, ça n'a pas évolué. Pourtant, le budget avait augmenté. Et aujourd'hui, le montant, le 241 milliards qui est prévu pour 2015, ça ne représente que les 4% de recettes à caractère national. Déjà là, on voit qu'avec les 11 provinces, on ne sait pas fonctionner. Alors, c'est assez étonnant de voir qu'on soit aussi pressé d'aller avec les 26 provinces et surtout qu'on ne sait pas tenir compte de préalables qu'il faut pour l'installation de ces 26 provinces. Alors, la question que je voudrais retourner, c'est celle-ci. Si aujourd'hui le gouvernement central c'est de saisir du budget d'investissement et laisser aux provinces, même aux nouvelles provinces qui vont venir, le soin de gérer elles-mêmes leur budget d'investissement, est-ce que ça va changer? Oui, ça sera une partie de solution. Parce que nous devons croire en nos provinces. Le principe de la décentralisation veut qu'on transfère le pouvoir et qu'on transfère les ressources. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas dans la décentralisation. Oui. Alors ça serait assez bizarre de croire que c'est avec l'installation ou disons la subdivision de ces provinces qu'on peut trouver des solutions. Mais plutôt, on ira dans le blocage. Et ça, c'est sûr. Et c'est que nous, les nationalistes, parce que je fais partie du parti Lumumbiste Unifié, ce que nous redoutons le plus, c'est parce que depuis très longtemps, nous avions toujours eu une lutte âpre contre le fédéraliste. Ceux qui pensent que la RDC ne peut se développer que dans le cadre du fédéralisme. Et nous, les nationalistes unitaristes, on a toujours considéré que le fédéralisme peut facilement nous amener à la sécession. Mais lorsque le nationaliste
dont la majorité sont actuellement au pouvoir, disons-le comme ça, mettons entre guillemets, n'arrivent pas à rencontrer cette réflexion que tous les nationalistes de Lumumba, Gizenga ont préconisée, les gens risqueront de ne plus croire à l'idée de l'unitarisme, on risquera de retomber dans le fédéralisme et forcément dans les sécessionnismes. Et c'est ça, c'est qu'on doit redouter les plus. Mais aussi, ça ne serait pas intéressant dans un pays où on va faire croire aux gens qu'avec la décentralisation et les découpages, il y aura des solutions à tous les problèmes de la population et que finalement, la population va se rendre compte que la décentralisation, les découpages a amené plus de problèmes que de solutions. Les gens risquent de ne plus croire en la démocratie, les gens risquent de ne plus voter, ou soit ceux qui voteront représenteront 10% de la population, et les 90% ne vont plus croire aux hommes d'État, et le jour où ils voudront faire tomber les institutions, ça sera très facile. Et c'est ce que nous redoutons le plus. Alors, si nous devons d'abord revenir sur la grande question que nous sommes en train d'aborder en ce moment, c'est cette question des recettes. Parce que finalement, on ne peut pas avoir des dépenses si on n'a pas de recettes. Aujourd'hui, je lis justement la tribune dont vous avez parlé du Premier ministre, l'ancien Premier ministre Muzito, on constate que il y a les provinces actuelles ne sont même pas encore en mesure de mobiliser elles-mêmes des recettes qui peuvent leur permettre de prendre en charge leurs propres dépenses au stade actuel. Mais quand on découpe ces provinces, je crois le pas de Bandundu, Équateur, les deux Kasaï, qui contribuent difficilement, bon, soyons un peu, pour ne pas dire difficilement, mais qui contribuent relativement, pas comme par exemple le Kinshasa, Bas-Congo et les Katanga. Vous prenez ces provinces-là, vous les coupez, et encore, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas aggraver leur situation par rapport aux nouvelles provinces qui vont se créer? Bien sûr, ça va aggraver la situation. Et nous, on s'est dit qu'il faut nécessairement qu'il y ait un certain nombre de préalables qui soient respectés. Ces provinces-là, nous sommes dans le cadre de la décentralisation politique. Si le pouvoir central fait fonctionner la Caisse nationale des péréquations, parce que c'est cette caisse qui devait servir à résoudre le problème des déséquilibres entre provinces. Et jusqu'alors, d'ailleurs, dans la tribune de l'honorable Muzito, il en parle. Il parle d'un certain nombre de lois qui doivent être votées, entre autres la loi sur la Caisse nationale des péréquations, avec toutes ces mesures d'application qui pourront permettre à ce que l'on voie quel investissement mettre dans telle province pour arriver à résoudre les déséquilibres. Parce que ce qui est vrai, c'est que la RDC est un pays riche, du moins potentiellement. Et alors, on doit voir quels sont les investissements qu'on doit mettre dans telle ou telle autre province pour rendre rentable ce qui n'est aujourd'hui que de potentiel. C'est ça la réflexion que l'on doit faire. Mais est-ce que ce n'est pas tard aujourd'hui? Parce que si on doit considérer que la loi a été adoptée, plutôt votée, promulguée par le chef de l'État, qu'elle est déjà en train d'être presque exécutée, parce qu'on a vu dernièrement, il y a des émissaires qui font le tour de province pour essayer de pouvoir faire un inventaire, voir comment la viabilité des nouvelles provinces a créé. C'est dans les 2 mois qui suivent qu'on devrait normalement avoir une province du Kwilu, une province de Maïndombe, une province du Kwango. Mais est-ce que ce n'est pas tard aujourd'hui en termes d'infrastructures seulement? Monsieur Charlie Tonzi, ce qui est plus important dans un État, ce n'est pas que de texte, mais c'est que lorsqu'on met en place de textes, ça doit être respecté. Et les textes sont faits pour des hommes, et non pas les hommes pour le texte. C'est-à-dire, à un certain moment, lorsque les hommes politiques sentent que cette question n'est plus opportune, ils peuvent s'entendre pour geler la mise en application de la loi et voir comment est-ce qu'on peut maintenant se concentrer sur les préalables dont on doit tenir compte, entre autres sur les infrastructures, parce que ce sont des problèmes réels. Il faut savoir que même nos 11 provinces actuelles, la plupart, certaines assemblées provinciales louent dans des bâtiments à autrui, dans des bâtiments de privés. Même les provinces soi-disant riches. Et réfléchissons maintenant qu'on soit dans une province qui n'a pas le minimum pour faire fonctionner les institutions. Qu'en sera-t-il pour le montant qu'il devra consacrer à l'investissement? Donc ce qui est vrai, nous considérons. Quand par exemple l'honorable Muzito écrit, c'est une obligation républicaine.
nous sommes dans les cadres dans un État démocratique. Il n'a pas vu que parce qu'il fait partie du pouvoir, c'est un ancien Premier ministre, il entretient des bonnes relations avec le parti de la majorité. Non, il n'a pas vu ça. Lui, il a vu la République qui est en danger. Il a vu l'État qui est en danger. Et il devait faire sa réflexion. Et comme ça, les autres, s'ils sont animés de bonne foi... Si je dois vous poser la même question, est-ce que le danger est réel, à votre avis, les dangers... par rapport à l'installation de nouvelles provinces? Est-ce que le danger... On a vu même le gouverneur Julien Paluku, pour ne pas le citer, avait même parlé de l'asphyxie de l'État. Si on y arrive, et si par aventure on arrivait encore à organiser les élections locales, ça va être... puisque si nous prenons, le gouvernement central prévoit de gérer en 2015 pour le compte des provinces 1 milliard 791 milliards de francs congolais au titre des crédits de rémunération, 688 milliards de francs congolais pour, et puis 1 milliard 1003 milliards de francs congolais, 1 milliard 1003 millions de francs congolais pour les investissements. Est-ce que si on prenait même cette enveloppe, on renvoyait dans les provinces? Parce que le problème ici, on dit le gouvernement central gère le budget d'investissement de provinces. Même si on leur renvoyait cet argent, est-ce que ce sera possible avec cette enveloppe, à peu près 1,5 milliard de dollars américains, que les 26 provinces se développent et aient au moins une assemblée provinciale à Kenge, je ne sais pas, à Maïndombe ou à Bumba? Ce sera possible. Parce qu'il faut construire, ça demande de moyens. Mais bien sûr que non. Parce que le problème dont on parle d'abord, c'est avec le 11 provinces. Le 11 provinces n'ont pas fonctionné dans le cadre d'une décentralisation. Le 11 provinces ont vu leurs ressources être gérées par les pouvoirs centrales. Le 11 provinces ont fonctionné avec une fonction publique, non pas provinciale, mais une fonction publique nationale, plus précisément les divisions urbaines. Donc forcément, la réflexion qu'on doit faire maintenant, c'est de voir comment décentraliser au niveau de 11 provinces. C'est ça la réflexion. Et d'ailleurs, dans le cadre des ateliers dont vous avez parlé, il y a des gens qui sont même contre la décentralisation au niveau des ETD. Parce qu'on trouve déjà que le premier niveau de décentralisation qui est le niveau régionalisme conventionnel avec les provinces n'a pas fonctionné. Les 11 provinces n'ont pas fonctionné comme des entités régionalisées. Alors on ne peut plus aller loin, sinon, à moins qu'on veuille aller au chaos. Donc ça c'est évident. C'est évident qu'on doit d'abord faire en sorte que les 11 provinces deviennent de vraies entités régionalisées, qu'ils aient les 40% de recettes à caractère national et que le 10% serve, fasse partie dans de la Caisse nationale des péréquations pour arriver à corriger les déséquilibres entre provinces. Peut-être construire les infrastructures pour de futurs conseils municipaux, pour de futurs conseils locaux, pour de futures assemblées provinciales. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un consensus républicain dans ce sens-là. Parce que quand l'honorable Mouzito le crie, ce n'est pas pour ses intérêts, c'est pour l'intérêt de la République. Il n'a